Bonjour, je vais utiliser le diaporama d'une conférence que j'ai faite en mars 2025 pour vous expliquer comment l'Union européenne œuvre contre les peuples et contre l'idée d'Europe. Nous allons voir successivement les objectifs théoriques de l'Europe. Y a-t-il des objectifs cachés? Un historique de 1947 à 2025 avec une prospective à l'échéance de 2030. Le bilan démocratique, économique et géopolitique de l'Europe. Puis nous verrons les causes de l'opacité de la construction de l'Union européenne. Et on terminera enfin avec l'idée d'Europe et l'identité européenne. Les objectifs théoriques de l'Europe sont bien connus. Il s'agit de pacifier le continent, de construire un espace démocratique, d'assurer la croissance économique, de contrôler les prix, de maîtriser l'inflation et d'avoir un leadership en matière d'innovation et de recherche. Et se pose la question de la présence d'objectifs cachés. En effet, dans un article du Figaro, en date du 23 avril 2024, 50 personnalités ont lancé un appel pour un référendum sur la possible évolution vers une fédéralisation complète d'une union élargie à 37 qui se prépare à l'insu des Français. Ceci pose donc la question de l'opacité des processus d'élargissement et plus globalement de l'opacité de la construction de l'Europe et de ses buts. Une réforme institutionnelle est prévue pour préparer ce nouvel élargissement. Elle est déjà en cours depuis 2024. L'objectif est de donner probablement davantage de pouvoir à la Commission européenne, de généraliser le vote à la majorité qualifiée pour faire disparaître la règle de l'unanimité, et voire même, selon Mario Draghi, l'Europe devrait devenir un État avec une disparition des États-nations. On sait que l'unanimité est requise pour la politique étrangère et de sécurité commune, et il s'avère que cette règle est déjà bafouée en 2025, puisque comme le dit cet article du soir du 20 mars 2025, les chefs d'État et de gouvernement ont de nouveau fait abstraction du veto hongrois pour avancer. On peut se demander d'ailleurs dans cet article si le problème est que la règle de l'unanimité soit bafouée, ou si le problème c'est de ne pas faire d'Orban la star de toutes les réunions européennes. Concernant cet élargissement à échéance de 2030, il s'agit de l'Ukraine, de la Moldavie, peut-être de la Géorgie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et peut-être le Kosovo ou la Turquie. Un certain nombre de ces pays sont déjà membres de l'OTAN, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Turquie. Et puis on peut se demander pourquoi la Géorgie intégrerait l'Union européenne. Alors on peut voir que ce pays est concerné par le trajet d'un gazoduc qui achemine le gaz de la mer Caspienne vers l'Italie. Donc on a donc les réserves en pétrole et en gaz ici au niveau de l'Azerbaïdjan, avec ce tracé de gazoduc qui contourne un gazoduc russe. On verra une carte ultérieurement. On peut se demander éventuellement si l'intégration de la Géorgie dans l'Union européenne, mais aussi dans l'OTAN, fait partie d'une stratégie globale visant
à l'encerclement de la Russie. Avec cette intégration d'une dizaine de pays, il y a manifestement un risque majeur d'explosion, voire même d'effondrement de l'Europe, du fait du coût financier de cet élargissement, avec des pays par ailleurs rongés par la corruption, des pays eux-mêmes sous influence de nombreux pays comme la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Chine avec les routes de la soie, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Outre le coût indirect lié au dumping social, il y a également la hausse du prix de l'énergie, la reconstruction de l'Ukraine et l'augmentation faramineuse des dépenses militaires. On peut y ajouter également le risque terroriste ou mafieux en provenance d'Ukraine ou des Balkans. Au niveau de l'historique, en 1947 est signé le traité de Dunkerque entre le Royaume-Uni, entre le Royaume-Uni et la France, avec pour but de se protéger contre l'Allemagne. Et en 1948, c'est le traité de l'Union occidentale entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui a pour but de se protéger contre l'Union soviétique. Donc à ce moment-là, si on se projette dans un futur, vouloir assurer la paix signifie, dans l'absolu, qu'à terme, il doit y avoir une réconciliation avec l'Allemagne, la chute de l'URSS et enfin une réconciliation avec la Russie. La charte de la Havane en 1948 est signée par 56 pays, donc 15 pays européens, et dans ces 15 pays européens, on retrouve 5 des 6 pays de la future communauté économique européenne. Cette charte est élaborée par le Conseil économique et social de l'ONU. Elle prévoyait une organisation internationale du commerce fondée sur la coopération et sur un contrôle des mouvements de capitaux. 1949, outre la création de l'OTAN, c'est la création du Conseil de l'Europe. Pour y adhérer, un État doit être démocratique, respecter la liberté d'expression, la liberté des médias, le droit, les droits de l'homme et lutter contre la corruption. Les États-Unis sont membres observateurs, mais ils poussent à l'élargissement de l'Union européenne de manière à ce que celle-ci se dilue, ne soit pas trop intégrée et qu'il y ait en son sein davantage d'États pro-américains. Le Conseil de l'Europe est en quelque sorte l'antichambre de l'Union européenne. Il y a un délai d'environ 15 ans entre l'admission au Conseil de l'Europe, ici, et l'entrée dans l'Union européenne. Concernant donc les candidats à l'entrée dans l'Union européenne à l'échéance de 2030, on voit qu'ils sont déjà intégrés au sein du Conseil de l'Europe depuis des années. On peut remarquer, outre la Géorgie, la curieuse présence de l'Azerbaïdjan, qui a été exclu en 2024 pour des raisons de corruption et de guerre. Donc il y a une exception à ce délai d'environ 15 ans entre l'entrée dans le Conseil de l'Europe et l'entrée dans l'Union européenne, c'est la Turquie, puisqu'elle est membre du Conseil de l'Europe depuis 1949, n'a toujours pas été intégrée dans l'Union européenne, ne le sera probablement jamais. Et la Turquie l'ayant compris, elle a posé sa candidature aux BRICS en 2024. Les BRICS, donc c'est l'Union, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et de nombreux autres pays.
À la fin de la première guerre de Tchétchénie, la Russie devient membre du Conseil de l'Europe en 1996. Il y a une période extrêmement importante entre 1996 et 1999, puisque pour le 50e anniversaire de l'institution du Conseil de l'Europe en mai 1999, il était prévu la célébration d'une nouvelle grande Europe avec la réconciliation entre l'Europe et la Russie, une victoire définitive sur la division de l'Europe avec une pacification complète et durable de l'espace européen. Et malheureusement, la guerre de l'OTAN en Serbie, en mars 1999, est venue stopper ce processus. Puis très longtemps après, en 2022, il y a eu l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe suite à l'invasion de l'Ukraine. En 1952, la CECA, la Communauté européenne et du charbon et de l'acier, entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg, est un premier pas pour réconcilier la France et l'Allemagne et prévenir le risque d'une nouvelle guerre. C'est le premier modèle d'intégration européenne, avec pour but de favoriser la coopération pour la gestion des ressources en charbon et en acier. Et en 1954, suite au rejet de la Communauté européenne de défense, une communauté qui porte mal son nom dans la mesure où elle était destinée à être contrôlée par l'OTAN, l'Union occidentale devient l'Union de l'Europe occidentale, mais elle restera, elle aussi, dépendante de l'OTAN. Le traité de Rome est signé en 1957 entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il crée la Communauté économique européenne. Celle-ci est basée sur des dogmes économiques, la concurrence libre et non faussée à l'intérieur de l'Europe, la libre circulation des capitaux. Ce terme signifie en réalité une dérégulation totale de la circulation des capitaux, un marché commun avec un tarif douanier envers les États tiers. Et ce projet est censé relever le niveau de vie et préserver la paix. On a inscrit dans ce traité et dans tous les suivants des positions néolibérales, sachant qu'auparavant, les dérégulations ont provoqué des crises financières ou de la spéculation. On aurait pu à l'inverse choisir la coopération et un contrôle des mouvements de capitaux selon les propositions de la charte de la Havane de 1948, mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Peu de temps après, à l'initiative du Royaume-Uni est créée l'Association européenne de libre-échange en 1960. L'objectif, c'est d'établir une zone de libre-échange non seulement entre ses membres, mais aussi au sein de l'Europe et dans le monde, alors qu'à l'inverse, la charte de la Havane de 1948 proposait une régulation du libre-échange par des mesures de protection. Finalement, les membres de l'Association européenne de libre-échange vont progressivement entrer dans la communauté économique européenne, et cette dernière va s'engager dans une politique de libre-échange avec le reste du monde, d'un tarif douanier initial avec une préférence communautaire, la communauté économique européenne va évoluer vers une zone de libre-échange la plus ouverte du monde, alors qu'elle fait face à une concurrence déloyale. L'Europe s'est ainsi désarmée sur le plan économique, tout comme elle s'est désarmée sur le plan de la défense. Et en 1991, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait déjà « La politique libre-échangiste de l'administration de Bruxelles est fondamentalement nocive ». En 1963, le traité de l'Élysée devait réconcilier la France et l'Allemagne. Mais après la signature, les États-Unis manifestent leur mécontentement et le Bundestag se voit contraint d'ajouter un protocole qui stipule une étroite association entre l'Europe et les États-Unis, la nécessité d'une défense commune dans le cadre de l'OTAN, la perspective de l'adhésion de la Grande-Bretagne et un abaissement des barrières douanières entre la communauté économique européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Cette modification est un revers pour le général de Gaulle, qui voulait une Europe indépendante et qui s'opposait à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE. La primauté du droit européen est affirmée en 1964 et à présent, la majeure partie des lois votées par l'Assemblée générale est d'origine bruxelloise. En 1966, suite à la politique de la chaise vide destinée à paralyser le fonctionnement de la CEE, le compromis de Luxembourg autorise l'unanimité pour des décisions qui touchent aux intérêts vitaux d'un État membre. 1979, c'est la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Contrairement aux parlements nationaux de l'époque qui restent sur une opposition gauche-droite, le Parlement européen est structuré sur un clivage entre, d'un côté, une majorité sociale libérale, ce qu'on appelle aussi l'extrême centre, et d'un autre côté, l'extrême gauche et l'extrême droite. Il n'y a aucune alternance politique depuis 1979, et ce clivage n'apparaîtra en France que lors du débat pour Maastricht et surtout avec la présidence d'Emmanuel Macron. Le système monétaire européen a permis de stabiliser les taux de change entre les pays européens. Il est basé sur l'écu, qui n'est pas une monnaie mais un panier de monnaie, avec une fluctuation minime des taux de change. Donc cette unité monétaire stable aurait pu évoluer vers une monnaie commune et non vers une monnaie unique. Et son fonctionnement se base sur la solidarité et la coopération des banques centrales de tous les pays et le FECOM, le Fonds européen de coopération monétaire. Il y a un tournant important en 1984 avec l'élaboration par la Commission institutionnelle du Parlement européen du projet de traité instituant l'Union européenne, ou projet Spinelli. Et ce projet est adopté à une très large majorité par le Parlement européen. C'est un texte court, compréhensible et lisible par tous, qui incite à la coopération des peuples et des États, avec un objectif de restructuration et de renforcement industriel de l'Union face aux perturbations profondes que la concurrence internationale peut provoquer. Il y a des compétences en matière sociale, d'environnement, de santé, de protection des consommateurs, une coordination de l'assistance réciproque en cas d'épidémie. Et ce traité introduit la notion de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on délègue à l'Europe ce qui ne peut pas être réalisé à l'échelle nationale. Et c'est dans ce traité la subsidiarité dans sa version ascendante. On verra tout à l'heure la différence avec le traité de Maastricht. Les États délèguent donc une partie de leur pouvoir dans ce projet, et en revanche, il est nécessaire que l'Europe se dote d'une constitution démocratique et soit également exempte de corruption si on applique les principes du Conseil de l'Europe. Mais ce traité, Spinelli, est refusé par les chefs d'État et de gouvernement. Et à la place, on va voir la naissance de l'acte unique. Donc ceci sous l'impulsion de Jacques Delors, qui, peu de temps avant, avait dérégulé le secteur bancaire en abrogeant la loi Pleven. Et donc les chefs d'État et de gouvernement vont signer l'acte unique en 1986 avec son orientation
néolibérale. L'acte unique a été élaboré avec une participation marginale du Parlement européen et par contre un important lobbying des multinationales. L'unanimité est nécessaire pour les mesures constituant un recul en matière de libération des mouvements de capitaux et il devient quasiment impossible de revenir en arrière. La libre circulation des capitaux est effective en 1990, mais sans qu'il y ait au préalable une harmonisation fiscale. Va s'en suivre une spéculation sur les monnaies. Et la finalité de l'Europe se résume donc à la construction d'un grand marché, au principe de la théorie néolibérale, à la dérégulation, à la libre circulation des mouvements de capitaux, au libre-échange, à la concurrence, et il n'y a pas de vision géopolitique. 9 novembre 89, c'est la chute du mur de Berlin, et on arrive en 1992 au traité de Maastricht. Traité qualifié de confus et d'illisible, un traité beaucoup plus conséquent que le traité Spinelli, à l'origine de la création de la Banque centrale européenne. Ce traité modifie la subsidiarité sous sa forme descendante. C'est l'Europe qui décide de la répartition des compétences, alors que dans le traité Spinelli, la subsidiarité était ascendante. C'était les États qui devaient décider de la répartition des compétences. On a inscrit dans le traité des critères économiques et monétaires issus d'une théorie économique néolibérale qui exclut toute autre approche économique. Alors, dans le passé, il y a eu des périodes d'inflation quand l'État crée de la monnaie pour financer un déficit budgétaire. La création monétaire peut être vertueuse lorsqu'il s'agit de créer de la monnaie pour financer des grands travaux. Elle peut être délétère quand il s'agit de financer des déficits budgétaires, ce qu'il faut effectivement ne pas faire. Mais sur cette base-là, le dogme monétariste a confirmé une approche néolibérale en disant qu'il fallait retirer à l'État la gestion de la politique monétaire. Et on est là à l'origine de la création et de la montée de la dette. Donc Maastricht, c'est la constitutionnalisation du néolibéralisme avec la privatisation de la création monétaire, le but exclusif de contrôle de l'inflation, mais pas d'action pour la croissance, ni sur la régulation du chômage, et une absence de contrôle politique sur la Banque centrale européenne. Ceci résulte de la position allemande. Les États ne peuvent plus mener une politique monétaire indépendante et c'est une disparition du pouvoir politique. Cela, bien sûr, va dans l'intérêt des multinationales et de la finance, avoir une libre circulation des capitaux et un taux de change fixe. On aurait pu faire d'autres choix, laisser au pays la maîtrise de la politique monétaire, contrôler l'inflation, séparer les banques d'affaires de dépôt, maintenir une discipline budgétaire, orienter la création monétaire vers des activités productrices, des grands travaux, de la rénovation thermique, réguler la circulation des capitaux, taxer les flux spéculatifs à court terme, favoriser la coopération et avoir des taux de change maîtrisés sans être parfaitement fixes sur le modèle du système monétaire européen. Mais ce ne sont pas les choix qui ont été faits. Par ailleurs, il y a eu donc un référendum pour Maastricht, mais ce référendum était un référendum tronqué, puisque un véritable référendum aurait abordé diverses solutions. La solution du souverainisme, d'une confédération avec des coopérations à la carte, un modèle fédéral coopératif décentralisé, ou un modèle fédéral,
avec une disparition des États, ou bien le modèle de Maastricht, le modèle hybride, avec le premier pilier et le second et troisième et le deuxième et troisième pilier de nature intergouvernementale, un noyau dur au sein d'une Europe élargie, enfin bref, tout un ensemble de solutions diverses et variées. Pour Maastricht, il fallait voter pour ou contre un traité qui avait été élaboré dans l'opacité. Ce traité a été adopté de justesse en France grâce à une forte propagande. Si on est pour l'Europe, on était obligatoirement pour Maastricht, et si on votait contre Maastricht, c'était qu'on était anti-européen. Donc cette période a marqué la conversion du Parti socialiste au néolibéralisme. Les Danois ont rejeté le traité, mais suite à des négociations avec la Commission européenne, le traité a été adopté l'année suivante par les Danois avec un second référendum. Le choix de la monnaie unique a été un choix trop rapide, mais qui répondait aux besoins du marché, avec la liberté des mouvements de capitaux et le principe de concurrence. C'était un choix qui a privé les pays de leur politique monétaire, qui a créé une divergence, un fossé entre les pays du Nord et du Sud. On aurait pu d'abord construire une union politique, faire converger les politiques fiscales, budgétaires, sociales, mettre en place une monnaie commune, avant d'envisager une éventuelle évolution vers une monnaie unique. Concernant le contexte géopolitique de Maastricht, en 1991, éclate le conflit entre la Serbie et la Croatie, donc une zone frontalière entre l'ex-empire romain d'Orient et d'Occident. Et ce conflit conduit à l'éclatement de la fédération yougoslave. Ce conflit induit également une crise diplomatique entre la France, qui soutient la Serbie, l'Allemagne, qui soutient la Croatie. L'union de l'Europe occidentale, de son côté, est paralysée du fait d'une opposition entre la France d'un côté, le Royaume-Uni des Pays-Bas de l'autre côté. Et suite à l'impuissance de l'Europe, on voit l'intervention des États-Unis sur le territoire européen pour régler une problématique européenne. En 1994, le rapport Herman, le deuxième rapport de la Commission institutionnelle du Parlement européen, dénonce le déficit démocratique de l'Europe ainsi que le côté confus et illisible du traité de Maastricht. Il propose diverses solutions et en particulier un modèle fédéral décentralisé ayant pour but de renforcer la coopération entre les États. Et de nouveau, ce rapport est ignoré par les chefs d'État et de gouvernement. Viennent ensuite deux traités, traité d'Amsterdam, traité de Nice. Ces deux traités avaient en particulier comme objectif d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions dans une Europe élargie. Le traité d'Amsterdam a fait entrer l'immigration dans les compétences de l'Union européenne. Et en 2001, un référendum est organisé dans un pays pour ratifier le traité de Nice. L'Irlande va voter contre, mais après des négociations avec la Commission européenne, l'Irlande votera pour le traité lors d'un second référendum. En 2005, c'est le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, le TCE, aussi appelé Rome II. Un traité aussi volumineux que le traité de Maastricht, aussi confus, aussi illisible. Un référendum de nouveau tronqué, puisque toutes les autres modalités de construction de l'Europe ne sont même pas évoquées. Et de plus, le refus de ce traité, le vote négatif avec le référendum en France et aux Pays-Bas, n'a pas été pris en compte, puisque 4 ans plus tard, le traité de Lisbonne a repris
l'intégralité des propositions du traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est ce qu'a noté, indiqué Valéry Giscard d'Estaing lui-même, en précisant simplement que l'ordre était inversé. En 2008, c'est la crise financière, une crise financière dont la facture a été payée par les États, c'est-à-dire par les citoyens, par les Européens. Il y a une privatisation des gains financiers quand tout va bien et une socialisation des pertes en cas de crise. Suite à cette crise, il n'y a pas eu de réforme financière. On aurait pu séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt, mais ce projet a été enterré en 2017 par la Commission européenne. On aurait pu réguler la circulation des mouvements de capitaux, on aurait pu taxer les mouvements spéculatifs, favoriser une convergence de la fiscalité, supprimer des paradis fiscaux sur le territoire européen. Rien de tout cela n'a été fait. Le traité de Lisbonne est donc signé en 2009, encore plus conséquent que le traité de Maastricht avec 283 pages. Une copie donc du traité établissant une constitution pour l'Europe. Contrairement aux autres traités qui sont signés dans la ville qui correspond au nom du traité, ce traité est signé à Rome. Comme si c'était la reprise du traité de Rome II. Ce traité interdit à l'Union européenne et à tout État membre de se porter au secours d'un pays de la zone euro en difficulté, alors que la Banque centrale européenne avait sauvé de la faillite les banques en 2008, et ceci marque une rupture de solidarité entre les États membres. Par ailleurs, le traité de Lisbonne confirme la place de la défense européenne dans le cadre de l'OTAN. L'Irlande rejette ce traité par référendum en 2008. Un second référendum est organisé en 2009. Il sera adopté cette fois-ci par les Irlandais, suite à des négociations avec la Commission européenne. Et fin 2009, peu de temps après la signature du traité de Lisbonne, c'est la crise de la dette grecque, en partie liée à l'irresponsabilité budgétaire du gouvernement grec, mais par ailleurs, il s'avère que les comptes publics grecs étaient maquillés par la banque d'affaires Goldman Sachs, qui a empoché des commissions juteuses et qui est même allé jusqu'à spéculer contre la dette grecque. Face à cette crise de la dette grecque, la Banque centrale européenne n'est pas intervenue et c'est le Fonds monétaire international qui est intervenu d'une première sur le territoire européen en mettant en place des mesures économiques drastiques, et on saura en 2015 que finalement ces mesures économiques drastiques étaient destinées surtout à protéger les banques allemandes et françaises plutôt que destinées à redresser l'économie de la Grèce, qui ne sortira de la tutelle du Fonds monétaire international qu'en 2018. En 2013, c'est la crise chypriote et on verra à cette occasion que l'épargne privée a été ponctionnée pour faire face à cette crise. En 2012, c'est le traité sur la stabilité et la coordination de la gouvernance. Le traité introduit la possibilité de sanctions contre des États et de délation d'un État envers un autre en cas de non-respect des règles budgétaires. La notion de démocratie est remplacée par la notion de gouvernance, une gouvernance par des chiffres et par des règles pour adapter les institutions à l'esprit néolibéral des traités. Il y a eu 2 référendums en 2016, le Brexit, bien sûr,
Mais il y a également eu un référendum aux Pays-Bas sur un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, un accord négocié entre 2007 et 2012, et les Pays-Bas votent contre cet accord de libre-échange. Mais ce refus sera contourné l'année suivante par une ratification du Sénat néerlandais. En 2018, c'est le Code sur la désinformation. Le but est de lutter contre ce qui est qualifié de désinformation de la part de pays comme la Chine et la Russie. Mais par contre, on ne parle pas ni des États-Unis, ni du Royaume-Uni, qui interfèrent et qui ont contribué à déstabiliser l'Union européenne via l'Ukraine, et de lutter également contre ce qui est qualifié de théorie complotiste. Ce code est renforcé en 2022, et puis le Parlement européen a même créé une commission sur le bouclier démocratique européen fin 2024. Et ainsi, après la pensée unique au niveau économique, il s'agit à présent d'imposer une vérité unique au niveau de l'information. Si on reprend donc l'historique au niveau économique, on a d'abord l'affirmation du principe de concurrence avec la Communauté économique européenne en 57, l'acte unique en 86, le traité de Maastricht en 92, le refus de la coopération proposé par la charte de la Havane, le système monétaire européen, le traité Spinelli et le rapport Herman, la rupture de solidarité entre les États avec le traité de Lisbonne en 2009, la possibilité de délation entre les États en 2012 et le contrôle de l'information en 2018, puis en 2022. Uniquement 2 débats entre 57 et 2025, et encore des débats tronqués, puisqu'encore une fois, toutes les autres solutions ont été délibérément écartées. Aucun débat sur le type d'Europe que nous souhaitons. Les traités sont élaborés dans l'opacité, la pensée unique est imposée, les élargissements sont décidés et imposés, il n'y a pas de réflexion sur la finalité d'une Europe élargie, sur les frontières de l'Europe, jusqu'où faut-il élargir. Des référendums sont exceptionnellement organisés, ils sont orientés, et on fait en sorte de corriger le vote lorsqu'un peuple vote mal. Au niveau des institutions, le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative, ce droit est réservé à la Commission européenne dont les membres ne sont pas élus. Le Parlement européen a donc peu de pouvoir. Il y a par contre un intense lobbying des multinationales auprès de la Commission européenne, et ce depuis environ 1982. Et puis depuis 2020 en particulier avec les contrats pour les vaccins Covid, la présidente de la Commission européenne a tendance à abuser de ses prérogatives. Le Conseil de l'Union européenne, donc on a vu le Conseil de l'Europe, il y a le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, et il y a le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des États selon les sujets traités. On partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement européen, ce qu'on appelle le pouvoir de codécision, et il définit le mandat de la Commission européenne dans une négociation internationale. Mais les véritables pilotes de l'Union européenne, c'est donc la Commission européenne, dont les membres ne sont pas élus, la Cour de justice de l'Union européenne, un organe juridique autonome qui se réfère à l'esprit des traités et qui étend le champ d'action communautaire en maintenant un cadre supranational et centralisateur, la Banque centrale européenne, un organisme indépendant sans contrôle parlementaire, et enfin le Conseil européen, qui réunit chefs d'État et de gouvernement. Alors, en théorie, ces institutions devraient être exemptes de corruption. Et en réalité, on a vu toute une série de scandales ou d'affaires autour des 6 commissions européennes de 1999 à 2025.
depuis Jacques Santer, Manuel Marin, Romano Prodi, Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen. Et on a même vu, en décembre 2024, la médiatrice de l'Union européenne dénoncer une culture quasi-mafieuse au sein de la Commission européenne. Au niveau du Parlement européen, c'est pas mieux. Un article du Monde daté du 31 janvier 2024 indique qu'un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou dans des scandales. Même la Cour des comptes européenne a été touchée par des fraudes. Il y a eu des scandales Eurostat, etc. On a ensuite l'Agence européenne du médicament. Cette Agence européenne du médicament est censée contrôler la mise sur le marché des médicaments, mais elle n'appartient pas à l'Union européenne. C'est un rapport du Sénat en France la qualifie d'objet juridique non identifié. Elle est financée à 86% par l'industrie pharmaceutique, selon un rapport de 2019 du Parlement européen. Elle a été condamnée dans l'affaire du Mediator. Elle a autorisé pour le Covid un produit inefficace et toxique, le remdesivir. Et puis, de manière générale, on a vu que les agences de régulation des médicaments sont marquées par la corruption, la défaillance répétée, de nombreux scandales sanitaires, comme par exemple le Vioxx, l'Oxycontin, la thalidomide, le disilbène, la dépakine, etc., etc. Les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes sont touchés par de multiples condamnations, en particulier Pfizer, qui détient le record de la plus forte amende jamais infligée par la justice. Mais on a de nombreuses autres entreprises pharmaceutiques qui ont été condamnées. Et on a un professeur de pharmacologie, le professeur Peter Gotche, qui expliquait en 2015 dans son livre comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé. Le traité Spinelli proposait une coordination d'assistance en cas d'épidémie. Ce traité a été refusé. L'acte unique, avec son néolibéralisme, a provoqué une destruction des solidarités entre les États, la destruction des États, l'impréparation face au risque d'épidémie. On a considéré alors que les États étaient incapables de gérer le risque. Et c'est ainsi que, le 25 février 2021, l'Union européenne a plaidé pour un accord sur les pandémies, un accord géré par une Organisation mondiale de la santé privatisée. Et en mai 2024, avec l'aide de l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, financée à 85% par le privé, a tenté de prendre le pouvoir sur les États avec la modification du règlement sanitaire international et de l'accord sur les pandémies. On se dirige ainsi vers une disparition des nations, une Europe transnationale dirigée par une technostructure dépourvue de légitimité démocratique, de plus en plus pléthorique au fur et à mesure des élargissements, puisqu'il y a un commissaire par État, une Commission européenne qui abuse depuis 2020 de ses prérogatives, et on évolue ainsi vers l'émergence d'un biopouvoir. Sur le plan économique, l'Europe a privatisé le secteur bancaire alors que les gains issus de la création monétaire doivent revenir à la collectivité.
Ainsi, comme le répète Maurice Allais, prix Nobel d'économie, la création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul. Avec une libre circulation des capitaux, la perte de souveraineté monétaire, un monétarisme dogmatique centré uniquement sur la stabilité des prix, les États se sont retrouvés pris et prisonniers des marchés financiers et dans une situation de servitude. On a donc un modèle néolibéral depuis 1986, soutenu par une majorité sociale libérale au Parlement européen, sans la moindre alternance politique et économique, dans le but de mettre en place un marché mondialisé dans l'intérêt des multinationales de la finance et de faire la promotion du libre-échange vis-à-vis de pays extérieurs, alors que les coûts de production en Europe sont supérieurs. Il y a une mainmise de la finance sur l'économie. L'économie réelle ne représente que 2% des 98% des échanges s'effectuent au travers des marchés financiers. Le bilan économique est donc marqué par une désindustrialisation de l'Europe, un décrochage de la zone euro par rapport aux États-Unis, une augmentation des inégalités, une perte de souveraineté dans des domaines stratégiques. Par exemple, dans la santé, la plupart des médicaments viennent d'Inde ou de Chine. Et en 2023, l'Europe connaît la récession et l'inflation. Donc on voit le décrochage de l'économie européenne par rapport aux États-Unis, et on voit par ailleurs la pléthore des réglementations européennes par rapport aux mesures législatives aux États-Unis, et donc l'inefficacité de la bureaucratie européenne. Le bilan est donc catastrophique. On a une disparition insidieuse de la démocratie depuis 1984. La constitutionnalisation du néolibéralisme a provoqué une concurrence entre les États au sein même de l'Europe, du fait de l'absence de régulation de la circulation des capitaux, de l'absence d'harmonisation fiscale, de la présence de paradis fiscaux sur le territoire européen et d'une monnaie unique qui a supprimé toute possibilité de politique monétaire autonome pour chaque État. Les États sont sous le contrôle des marchés financiers. On a considéré que l'État ne sait pas gérer, on a limité ses pouvoirs avec la privatisation de la création monétaire et avec la croyance illusoire que le marché va tout régler. Et en réalité, la dérégulation financière, censée assurer la prospérité de l'Europe, n'était qu'un mythe et une imposture. Par contre, cela profitait aux multinationales, au secteur privé et aux banques, avec la libre circulation des capitaux, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, la dérégulation, le libre-échange, la baisse des fiscalités sur le capital, etc. Et par contre, lorsqu'il y a une crise financière, lorsqu'il y a une crise sanitaire, le marché est impuissant et on doit faire appel à la puissance publique. L'explosion de la dette publique française est liée à la perte de souveraineté monétaire, ce processus étant initié dès 1973 et définitivement acté avec le traité de Maastricht. L'explosion de la dette est liée également aux dépenses indues, le refinancement des banques lors de la crise financière de 2008, ou bien la gestion catastrophique de la crise de la Covid-19. Et l'explosion de la dette est liée aussi à la diminution des recettes du fait de l'atonie de la croissance, de l'optimisation fiscale et de la fraude fiscale au bénéfice des multinationales, de la finance et des plus riches, et avec en conséquence une augmentation des inégalités, la dégradation des services publics, comme la dégradation du système éducatif, de la santé, etc.
Sur le plan géopolitique, l'Europe n'a pas de vision géopolitique indépendante. Elle a été incapable de nouer des relations apaisées avec les voisins proches, dont la Russie et la Turquie. Il faut noter qu'il y a toujours une partition de l'île de Chypre depuis 1974. Pourtant, depuis 1991, l'Europe et la Russie dialoguent au sein du Conseil de coopération nord-atlantique et Russie, puis au sein de l'acte fondateur OTAN en Russie en 1997. On a vu qu'il y avait une perspective de réconciliation avec la Russie entre 1996 et 1999. L'accord de partenariat de coopération entre la Russie et l'Union européenne de 1994 est effectif fin 1997. Il est censé mettre en place les conditions de la création à terme d'une zone de libre-échange entre l'Europe et la Russie. Mais Bruxelles a tendance à imposer ses règles et ses normes à la Russie, à vouloir convertir la Russie au modèle européen. Puis le rapprochement entre l'Union européenne et la Russie est interrompu en mars 1999 suite à la campagne militaire en Serbie de l'OTAN et à l'élargissement de l'OTAN à 3 pays en 1999. Les relations vont se dégrader progressivement de 1999 à 2007. Août 1999, il y a la seconde guerre de Tchétchénie. 2003, l'invasion de l'OTAN en Irak. Invasion illégale. Les accords de Berlin, plus qui formalisent les relations entre l'OTAN et l'Union européenne. En 2004, 7 autres pays européens adhèrent à l'OTAN. Et en 2007, c'est la rupture définitive avec le discours de Poutine à Munich. Alors, on a ici l'Azerbaïdjan, en bleu au nord, donc cet gazoduc qui passe par le territoire russe, par la Tchétchénie, situé au nord de la Géorgie, et le gazoduc qui passe par la Géorgie et la Turquie est soutenu par les États-Unis. Et dans le but de couper les liens énergétiques entre la Russie et l'Union européenne, la CIA va soutenir des mouvements islamiques en Tchétchénie en introduisant des mouvements islamiques radicaux. Et ceci va entraîner une réaction de la Russie avec la seconde guerre de Tchétchénie en 1999. La destruction des années plus tard du gazoduc Nord Stream en septembre 2022 relève de la même politique américaine, avec la volonté de couper sur le plan énergétique la Russie et l'Europe. Donc cette guerre de l'OTAN en 1999 était une guerre illégale, sans mandat des Nations Unies. Elle a été présentée comme une guerre juste et morale, alors qu'il s'agissait d'une violation du droit international. D'une organisation défensive, l'OTAN devient une structure offensive. Il y a eu 78 jours de bombardement aérien sur la Serbie. Et dans les suites, de nombreux cancers consécutifs à l'utilisation de munitions à uranium appauvri. La guerre n'a absolument pas réglé le problème des Balkans. Il a permis, par contre, l'installation d'une base très importante de l'OTAN au Kosovo. L'Europe est donc sous la coupe des États-Unis. Le but des États-Unis est d'empêcher l'émergence d'un monde multipolaire. C'est la doctrine Wolfowitz de 1992 et de maintenir l'hégémonie du dollar. Le but des États-Unis est également d'empêcher un rapprochement entre l'Europe et la Russie. Et donc, c'est ce qui est développé dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, paru en 1997, qui relève 2 pays importants, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. D'où les relations très étroites tissées par les États-Unis avec l'Ukraine depuis 1992, avec l'Azerbaïdjan également, des partenariats stratégiques avec l'OTAN et l'implication de la CIA lors de la révolution de Maïdan en 2014.
Le but des États-Unis est d'affaiblir l'Union européenne en provoquant son élargissement jusqu'aux Balkans, jusqu'à la Turquie, jusqu'à l'Ukraine, et ce parallèlement à une extension conjointe de l'OTAN et avec une diabolisation de la Russie. On a même vu en septembre 2023 la tentative de la nomination d'une Américaine à la puissante direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Et puis, selon le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, qui a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier 2025, l'Union européenne doit être en harmonie stratégique avec les États-Unis. Alors, on voit sur cette carte un projet de dislocation de la Russie en une trentaine ou quarantaine d'États. Un projet mené par le Forum des Nations libres de l'après-Russie. Et il s'avère que le 5e forum de ce club s'est tenu le 31 janvier 2023 au Parlement européen. Alors, la devise de l'OTAN, c'est maintenir l'Union soviétique et la Russie, c'est pareil, maintenir la Russie dehors, les Américains dedans, et affaiblir la puissance germanique. Le but est de contrôler et d'assujettir l'Europe. 10 pays ont donc adhéré à l'OTAN entre 1999 et 2004, ce qui a provoqué un encerclement progressif de la Russie. Et on peut comparer cet encerclement à ce qui s'est passé avec la crise des missiles de Cuba en 1962, où les États-Unis n'ont pas toléré la présence de missiles soviétiques sur le territoire cubain, des missiles que Khrouchtchev a donc dû rapatrier. La diabolisation de la Russie est relayée par le Royaume-Uni, par la Pologne et par les pays baltes principalement. Et il s'avère qu'à la Commission européenne, nommée en décembre 2024, c'est une Estonienne qui dirige la diplomatie de l'Union européenne et un Lituanien qui dirige la défense. Ces deux pays représentant environ 3 millions d'habitants. L'Ukraine a été un pays écartelé entre la Russie et l'Occident, entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Il y a des liens étroits sur le plan historique, économique avec la Russie, tandis que les États-Unis financent depuis 1991 des partis politiques pro-européens par l'intermédiaire d'ONG. L'Ukraine aurait pu évoluer vers un État fédéral neutre, démilitarisé, commerçant dans un dialogue tripartite avec l'Union européenne et la Russie. Mais les États-Unis ont refusé en 2006 une proposition française de neutralisation de l'Ukraine gérée par le Conseil OTAN-Russie. Et par ailleurs, en février 2013, l'Union européenne n'a pas voulu que l'Ukraine mène ce commerce tripartite. Après le coup d'État de Maïdan, l'Ukraine a basculé vers l'Occident fin 2013. En réaction, la Russie a annexé la Crimée en 2014. Suite à la guerre dans le Donbass depuis 2014, l'Allemagne et la France n'ont pas fait respecter les accords de Minsk afin de donner du temps à l'Ukraine pour se réarmer. La responsabilité de la guerre en Ukraine incombe principalement aux États-Unis et aussi à une Europe alignée sur la politique américaine. Quant à l'Ukraine, elle a retiré le russe des langues officielles en 2014 et elle a refusé
une large autonomie aux régions russophones, ce qui aurait pu permettre une pacification du conflit. Comme le dit Richard Falk, professeur américain de droit international, il s'agit d'une guerre géopolitique des États-Unis contre la Russie et d'une agression de la Russie contre l'Ukraine sur le terrain. Comme l'a reconnu également le secrétaire d'État américain Marco Rubio le 5 mars 2025, il s'agissait d'une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Par ailleurs, 2 mois après la guerre, il y a eu un accord de paix possible qui a été bloqué par le Royaume-Uni, par Boris Johnson. Les Occidentaux voulaient à tout prix la guerre avec la Russie. Et en mars 2025, on peut constater que la France, le Royaume-Uni et d'autres pays européens ne veulent toujours pas la paix. L'Union européenne est ainsi entraînée dans une guerre contre la Russie en suivant la politique des États-Unis, utiliser l'Ukraine pour empêcher un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie. Les sanctions contre la Russie, par ailleurs, profitent aux États-Unis et contribuent au risque d'effondrement de l'Union européenne. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré au Parlement européen que l'Union européenne devait rogner sur les budgets sociaux, la retraite, la santé, pour financer les dépenses d'armement. Et de plus, toujours selon le secrétaire général de l'OTAN, les armes américaines doivent être payées par l'Europe. D'une manière générale, l'Europe est intimement liée à l'OTAN, l'Union européenne est intimement liée à l'OTAN. D'anciens secrétaires généraux de l'OTAN ont tenu un rôle important dans la construction européenne. Le seul et dernier acte de résistance de l'Union européenne, c'était en 2003, lorsque Chirac, Schröder et Poutine se sont opposés à la guerre de l'OTAN en Irak. L'Allemagne a étendu progressivement sa domination sur l'Europe après le grand élargissement à l'Est en 2004. Et suite à la politique de l'OTAN en Ukraine, suite à la guerre en Ukraine entre l'OTAN et la Russie, l'Allemagne s'est affaiblie, son économie est en cours de destruction avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Alors l'Europe n'a pas le soutien de ses peuples. Au niveau des élections européennes, l'abstention tourne autour d'environ 50% depuis 1999. Loin des objectifs de redressement économique, de contrôle des prix et de paix, depuis 1984, l'Europe se construit dans l'opacité avec une augmentation des inégalités, une désindustrialisation, une évolution vers une société de contrôle, des guerres. L'élaboration des traités se fait dans l'opacité avec une modification quasiment impossible puisqu'il faut une unanimité pour réviser les traités. Il y a donc une disparition de la démocratie, les référendums sont rares, ils sont présentés de façon tronquée. On demande si besoin un second vote ou bien on contourne le résultat du vote. Et comme l'a dit Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne en 2015, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Il y a une perte des valeurs morales, éthiques, la corruption, le respect du droit est à la géométrie variable, comme on l'a vu en Serbie en 1999 ou pour l'Irak en 2003. Et donc, très logiquement, on voit la montée en puissance des BRICS depuis 2009 contre l'Occident, contre l'hégémonie du dollar et contre les sanctions américaines unilatérales. En 2025, les BRICS représentent 50% de la population mondiale et dans leur vision d'un monde unipolaire, les États-Unis
doivent affaiblir l'Europe et les BRICS pour préserver leur hégémonie et l'hégémonie du dollar. Par ailleurs, il y a des répercussions écologiques majeures des guerres, destruction de l'environnement, forte consommation énergétique en pétrole, des forces armées, importation de gaz de schiste. Tout ceci est une aberration sur le plan écologique. Et donc, très logiquement, l'Europe est exclue des négociations pour la paix en Ukraine, tout comme l'Europe avait fait déjà la preuve de son impuissance dans le conflit yougoslave. On en arrive aux causes de l'opacité de la construction européenne. On peut évoquer l'incompétence des dirigeants, ou bien l'idéologie dogmatique du néolibéralisme, mais ceci ne peut pas tout expliquer. On a donc les marchés financiers qui contrôlent la monnaie et l'Europe, des lobbying comme le Nice, le RT, des institutions de lobbying qui contrôlent également l'Europe, le biopouvoir avec en Europe l'Agence européenne du médicament et à l'échelle mondiale l'Organisation mondiale de la santé, l'OTAN et les États-Unis qui poussent à l'élargissement de l'Europe, un élargissement parallèle à l'élargissement de l'OTAN et qui contrôle l'Europe. Et donc la Commission européenne, la Cour de justice, la Banque centrale européenne qui contrôle les États, avec en conséquence la pensée unique, la paupérisation, une économie de guerre, une inflation, une perte de souveraineté, une atteinte aux intérêts vitaux, le contrôle social et l'augmentation massive de la dette. Si on reprend l'historique depuis 84, en 84, le traité Spinelli est refusé par les chefs d'État et de gouvernement. En 86, avec l'acte unique, on a la pensée unique, en économie, la pensée néolibérale. On a 3 référendums qui sont organisés en 92 pour le traité de Maastricht, un traité opaque, un débat faussé, les Danois qui revotent, le rapport Herman en 94 est ignoré, les Irlandais revoltent en 2001 pour le traité de Nice, pour le TCE en 2005, un traité opaque, un débat faussé, un déni démocratique, le traité de Lisbonne en 2009, qui est le TCE bis imposé, les Irlandais qui revotent, traité de Lisbonne suivi par la crise de la dette grecque. En 2012, la gouvernance remplace la notion de démocratie. En 2016, un référendum aux Pays-Bas, mais le résultat du vote est contourné par le Sénat. 2018 et 2022, la vérité unique en matière d'information. Donc on voit la disparition insidieuse de la démocratie depuis 1984. Et puis sur le plan géopolitique, en 1991, il y avait un accord tacite avec la Russie pour la non-extension de l'OTAN. La doctrine Wolfowitz en 92 pour empêcher l'émergence d'un monde multipolaire, le livre de Brzezinski, séparer l'Europe et la Russie, d'où l'implication des États-Unis en Ukraine et en Azerbaïdjan. Et il y a eu un espoir de réconciliation entre l'Europe et la Russie entre 97 et 99 avec l'accord de partenariat UE-Russie. Et puis, l'arrêt de ce processus avec la violation du droit international par l'OTAN, la guerre en Serbie en 99, le dernier acte de résistance Chirac, Schröder, Poutine contre la guerre de l'OTAN en Irak en 2003, l'élargissement de l'OTAN à 10 nouveaux pays depuis 99, 2007, le discours de Munich de Poutine et c'est la rupture définitive, 2009, la naissance des BRICS, la Russie se tourne vers la Chine, alors que la Russie a toujours voulu dialoguer et se rapprocher de l'Europe, mais l'Europe a repoussé la Russie.
2013, l'implication de la CIA dans la révolution de Maïdan. 2014, l'annexion de la Crimée, les premières sanctions contre la Russie. Et 2022, la guerre en Ukraine, la coupure avec la Russie, matérialisée par l'explosion de Nord Stream. On a donc un délit de démocratie qui évolue de façon opaque et insidieuse depuis 1984, avec des simulacres d'élections au Parlement européen, c'est juste une façade démocratique, de rares référendums sous un mode biaisé et tronqué. Et en réalité, comme les traités constitutionnalisent des théories économiques, il faudrait un doctorat en économie pour comprendre les traités. Et dans ce sens-là, il serait donc inutile de demander l'avis du peuple. On a une extorsion répétée de consentement de façon cachée, insidieuse, avec une succession de petits pas depuis 1984. Ce processus insidieux se dévoile au grand jour en 2020 avec la gestion de la crise de la Covid-19 par la peur et par la désinformation. Cette gestion entérine la fin de la démocratie et marque l'évolution vers une société de contrôle, un libéralisme autoritaire sur le modèle chinois, prélude à une déshumanisation de nos sociétés. Des milliards d'euros ont été dilapidés dans la gestion de la crise de la Covid-19 pour le seul bénéfice de l'industrie pharmaceutique. On sait maintenant que l'origine du virus est probablement d'origine artificielle. La gestion de maladies complètement inédite avec le secret défense, ce qui semble logique si l'on considère que le virus est d'origine d'un laboratoire, avec disparition de la démocratie sanitaire et des règles de l'expertise sanitaire. La pensée unique avec interdiction de toute possibilité de traitement, des fraudes, la publication du Lancet, pas d'alternative aux injections à ARN messager dont les effets secondaires sont cachés, des mensonges, tous vaccinés, tous protégés, un management par la peur, 400 000 morts annoncés, le clivage de la société entre les vaccinés et les non vaccinés, l'extorsion du consentement pour des injections géniques en phase expérimentale, des confinements sans preuve scientifique. Avec l'Ukraine, on assiste à un réveil de la russophobie, on assimile la Russie à l'URSS, la désinformation, on supprime tout débat et on fait croire que la guerre débute en 2022 en occultant les faits depuis 1996, on crée la peur, la Russie va envahir l'Europe, et ce alors que les troupes russes n'ont pas atteint le Dniepr après 3 ans de guerre. Cette diabolisation s'inscrit dans le cadre d'une lutte de ce qui est qualifié le bien, supposé être le néolibéralisme, contre le mal, supposé être le modèle russe. Alors cette russophobie, elle est très ancienne, on peut la faire remonter au schisme de 1054, avec la séparation entre l'Église d'Orient et d'Occident, le Faux Testament de Pierre le Grand, qui était un test de propagande avec de prétendus plans stratégiques pour une invasion de l'Europe par la Russie, la russophobie sous Napoléon, puis la russophobie anglaise, et puis ensuite la russophobie après la révolution russe de 1917. Voilà une caricature de cette russophobie en Angleterre en 1877 et une copie conforme au Japon en 1914. Donc, pensée unique, disparition de la démocratie, pas d'alternative au néolibéralisme ou au libre-échange, pas d'alternative à la libre circulation des capitaux, pas d'alternative à la monnaie unique, pas d'alternative au traité, pas d'alternative aux injections ARN messager, pas d'alternative à la guerre contre la Russie,
Qu'il s'agisse de l'Europe, de l'économie, du Covid-19 ou de la Russie, le débat est interdit. Alors, en dehors d'une incompétence des dirigeants ou d'une idéologie dogmatique, quelles peuvent être les causes de ce processus opaque en cours depuis 1984? On peut déjà évoquer les profits financiers, et en particulier, donc cet article qui a été publié en 2017 nous dit que dans l'industrie pharmaceutique, la prévision d'un retour sur investissement est nulle à échéance de 2020. C'est un article qui a été écrit donc en 2017 et cet article nous dit qu'il faut absolument que l'industrie pharmaceutique se développe sur un nouveau modèle, le développement des thérapies géniques. Ça tombe bien, il y a eu le Covid en 2020 et l'industrie pharmaceutique a pu développer des vaccins à ARN messager. On peut évoquer une volonté de contrôle, de pouvoir, de prédation. C'est la plutocratie, le gouvernement par les riches, la corruption politique, l'emprise des marchés financiers des multinationales, le contrôle des médias, le capitalisme financier ou de prédation, incorruption qui vire au système mafieux. Et puis on peut voir des navettes entre la banque d'affaires Goldman Sachs et des membres de la Commission européenne ou de la Banque centrale européenne. On peut évoquer aussi, bien sûr, l'apathie citoyenne, que ce soit par des intérêts pour la vie de la cité, par défaut d'information, ou bien du fait de la crise par focalisation sur leur survie, par peur, par déni. Alors, 1984, c'est aussi le célèbre roman de George Orwell, et on retrouve des slogans tout à fait connus, comme par exemple voter contre Maastricht, c'est être contre l'Europe, ou bien la Russie menace l'Europe, et le contester, c'est être pro-Poutine. S'opposer à une injection génique en phase expérimentale, c'est être anti-vax. La gestion par la peur, que ce soit la crise de la Covid-19, ou bien face à la Russie, la nation doit être prête à des sacrifices. La corruption généralisée, induire la soumission des États et des esprits, imposer une pensée unique, jusqu'à la volonté de nuire, comme on a vu avec la force déployée contre les Gilets jaunes. Donc on retrouve ici tout le contexte décrit dans le roman de George Orwell. Alors à propos de cette volonté de nuire, dans leurs livres respectifs, le professeur de psychologie Pascal de Sutter, comme le psychiatre Patrick Lemoine, ont relevé parmi les dirigeants divers troubles psychiques, depuis un orgueil démesuré jusqu'à la paranoïa, un délire de persécution, la bipolarité, l'addiction, dépression, anorexie, alcoolisme, sociopathie ou psychopathie. On décrit en psychiatrie un type de personnalité dite sociopathe, psychopathe, ou trouble de la personnalité antisociale avec les caractéristiques suivantes. Manipulateur, cynique, charmeur, séducteur, absence de remise en question, de remords ou de sentiment de culpabilité, arrogance, manque d'empathie, violation des droits des autres personnes, mépris constant des règles et des normes sociales, pouvant aller jusqu'à un comportement criminel avec jouissance de la souffrance d'autrui. Et en 1984, le docteur Lobachevsky publie un livre sur la pathocratie. En analogie avec ce trouble social de la sociopathie, une pathocratie est un système où les dirigeants sont animés par une volonté de nuire et de prédation. Imposer
sa loi à la société pour assouvir un désir de puissance, contourner les lois, manipulation, se servir du pays comme d'une source de butin, corruption massive, recours à la peur et même à la guerre sans aucune considération pour la vie humaine. Ça nous rappelle l'utilisation cynique de l'Ukraine par les États-Unis. Et cette pathocratie s'installe sur une société matérialiste avec une perte de sens, un individualisme marqué, une société qui a perdu ses valeurs et ses repères. De plus, comme il est difficile de concevoir qu'un système politique ait pour objectif de nuire à la population, à sa population, le déni vient s'ajouter à l'apathie citoyenne. Une pathocratie peut donc contourner la démocratie, comme en 2009, avec le traité de Lisbonne, interférer dans les campagnes électorales, comme pour la Roumanie, concernant les élections de 2025, mettre en place des référendums tronqués, comme pour Maastricht ou le TCE, des traités illisibles, générer un contrôle social, comme pour la Covid-19, ou un endettement massif, ou une spoliation financière, comme en 2008, ou pour la crise de 2013 à Chypre, détruire un pays, comme pour la crise de la dette grecque, provoquer une guerre, comme en Ukraine, même avec le risque d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Telle qu'elle s'est construite, l'Europe est un danger pour les peuples, et nous sommes dans une situation de servitude. La France pourrait éventuellement être mise sous tutelle du FMI, à l'exemple de la Grèce. Les comptes des épargnants pourraient aussi être ponctionnés, à l'exemple de la crise de Chypre en 2013. La gestion de la crise de la Covid-19 par la peur avait pour objectif en particulier d'imposer une nouvelle technologie qui aurait été refusée en temps normal. La guerre en Ukraine n'aurait jamais dû se produire. Sa gestion par la peur peut avoir comme objectif de tenter de sauver le partenariat stratégique sur les matières premières signé en juillet 2021 entre l'Union européenne et l'Ukraine, ou bien de continuer à utiliser l'Ukraine pour mener une guerre d'usure contre la Russie, ou encore pour imposer une fédéralisation de l'Europe que les peuples auraient refusée en temps normal, ou encore pour éviter de s'occuper des réels problèmes en France. Au total, on est bien loin de l'idée d'Europe qui avait du sens pour amener les États à coopérer et pour pacifier le continent. Nous allons aborder à présent l'idée d'Europe et comment on peut aborder la question de l'identité européenne. Alors, les déclarations officielles des textes des traités nous disent pas grand-chose. Dans la déclaration du sommet de Copenhague en 73, on parle de valeurs, de pratiques démocratiques, du caractère dynamique de la construction européenne. Dans le traité de Maastricht, la communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun, mais ce dernier n'est pas défini. Le traité de Lisbonne mentionne les héritages culturels, religieux, humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées des valeurs universelles, droit de la personne humaine, liberté, démocratie, état de droit. On reste dans des notions très générales. Si on fait référence à l'évolution historique de l'Europe, on peut décrire une spécificité de l'Europe au travers de son évolution avec trois grandes phases de mutation. Tout d'abord la Grèce, avec la démocratie, la pratique philosophique dans le quotidien, le travail sur soi, les exercices spirituels, puis l'Empire romain et la mise en place du droit écrit, le christianisme qui structure l'Europe au Moyen Âge. Le christianisme a progressivement imposé le mariage exogame,
L'exogamie, c'est le fait d'aller chercher le conjoint en dehors du clan. La prohibition de l'inceste permet de créer des liens avec les tribus voisines. Kolakowski définit ainsi l'Europe au travers d'un processus d'autocritique qui donna naissance à l'effort de sortir d'un monde clos, la clôture ethnocentrique, et c'est un processus d'ouverture au monde, un processus d'exogamie, à l'inverse de l'endogamie. Ensuite, une deuxième phase de mutation avec la Renaissance, la naissance des universités, la Réforme, la révolution industrielle qui aboutit au productivisme et au scientisme, le processus de sécularisation, et à la fin du XIXe siècle, la science n'a plus besoin de l'hypothèse de Dieu. L'Europe atteint donc l'apogée de son pouvoir à la fin du XIXe, mais la volonté de puissance débouche sur les deux guerres mondiales et en 1945, l'Europe est ravagée. Le conflit des opposés se développe avec la guerre froide, puis avec la guerre entre l'Occident et l'islamisme politique, suite à la révolution iranienne de 1979. La troisième mutation débute en 1900 avec la remise en question du scientisme par la physique quantique. Une phase de transition peut s'étaler sur environ 2 siècles. Donc on est au tout début de cette nouvelle mutation. Et le but de cette nouvelle mutation est de conjoindre les opposés, de conjoindre science et conscience, science et spiritualité. On peut faire référence au processus d'individuation de Carl Gustav Jung, trouver un sens à sa vie autre que l'accumulation de biens matériels. C'est aussi de renoncer à la prédation, à la volonté de puissance, à la soif de pouvoir, d'argent, pour affirmer la primauté de l'éthique et du droit et développer l'humanisation de nos sociétés. Alors pour des philosophes, selon Karl Jaspers, pour toute prise de position, l'Europe a elle-même développé la position inverse. L'Europe, c'est la coexistence des contraires, des antagonismes et des complémentarités. Toute idée née en Europe possède son contraire et en est inséparable. De façon un peu similaire, Edgar Morin définit l'Europe comme un complexe dont le propre est d'assembler, sans les confondre, les plus grandes diversités et d'associer les contraires de façon non séparable, ce qui n'est pas sans rappeler le concept de la conjonction des opposés chez le psychanalyste Carl Gustav Jung. On va faire référence maintenant aux travaux d'Emmanuel Todd. Donc, selon ces travaux, l'Europe est caractérisée par une structure anthropologique unique au monde, avec une mosaïque de 4 systèmes familiaux exogames, dont la répartition est stable entre 1500 et le début du XXe siècle. On trouve la famille communautaire exogame, la famille souche, la famille nucléaire égalitaire, la famille nucléaire absolue. Et Emmanuel Todd nous dit que chaque système familial prédispose à une idéologie politique, économique et religieuse. Donc voilà une carte simplifiée des différents types familiaux. Et ici un tableau qui nous montre les différents systèmes familiaux en fonction des critères d'égalité, d'inégalité, de liberté ou d'autorité. Égalité ou inégalité en fonction du partage des biens au moment de l'héritage. Autorité selon qu'on est dans une famille communautaire avec l'autorité du père, ou liberté dans la mesure où il y a une famille nucléaire avec juste les parents et les enfants.
Famille souche, que l'on retrouve en particulier en Allemagne, est une famille de type communautaire, autoritaire, avec le respect du père, et inégalitaire, avec le droit d'aînesse. Elle a prédisposé à la réforme. Pour la réforme, tous les hommes ne seront pas sauvés. À un capitalisme industriel avec une réussite collective, pas beaucoup de créativité. À une social-démocratie, une organisation structurée, disciplinée sans trop de contestations révolutionnaires. Et le nazisme est la dérive pathologique de cette famille. La famille nucléaire égalitaire est structurée sur la notion de liberté d'égalité, sur la notion d'individualisme, le refus de l'autorité, avec la tendance à l'anarchie au mouvement révolutionnaire. Elle a une vision universaliste avec l'assimilation des peuples, elle a prédisposé à la contre-réforme et, sur le plan politique, au libéralisme politique, avec parfois des dérives vers des régimes militaires. La famille souche incomplète, on la retrouve dans la zone de rencontre entre la famille souche et la famille nucléaire égalitaire. Un seul enfant est admis à cohabiter avec les parents, mais le partage des terres est relativement égalitaire. La famille nucléaire absolue, on la retrouve dans le territoire anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis. Structurise le principe de liberté, mais elle est plutôt inégalitaire. Favorise l'anglicanisme. Il y a une inégalité des hommes devant le salut, mais l'autorité divine est moindre avec davantage de libre arbitre. Elle accepte les inégalités entre les hommes et elle peut dériver vers un messianisme, le bien contre le mal. Sur le plan économique, elle prédispose au libéralisme économique, la réussite individuelle avec la méfiance vis-à-vis de l'État et un capitalisme financier. La famille communautaire exogame, c'est le type familial qui structure la Russie. Elle est de type égalitaire, autoritaire, soumise à l'autorité du père. Les fils se marient et vivent au domicile parental. Ce type familial favorise un capitalisme d'État planifié, centralisateur, ou le communisme. Il peut dériver vers un régime autoritaire pouvant aller jusqu'à une soumission par la terreur. Le néolibéralisme ne peut pas se développer sur cette structure familiale, pas plus que le communisme ne peut se développer sur le type nucléaire absolu. La famille communautaire endogame, on la retrouve dans le monde arabo-musulman, en Turquie en particulier. Elle est de type communautaire, autoritaire et égalitaire, avec une soumission de la femme. Elle favorise donc l'endogamie, c'est-à-dire le mariage au sein du groupe, au sein du clan, avec une difficulté d'ouverture à la modernité, bien que le Coran n'interdise pas la séparation entre le temporel et le spirituel. Alors la France a une place tout à fait particulière dans la mesure où c'est le seul pays où on retrouve les 4 types familiaux exogames. Et l'Europe des 6 regroupe également les 4 types familiaux exogames, avec une faible représentation initiale de la famille nucléaire absolue, initialement, et cette représentation devient plus importante à partir de 1973 avec l'entrée du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Donc on voit entre la famille souche et la famille nucléaire égalitaire les zones de rencontre avec la famille souche incomplète, donc 2 familles qui sont en proximité, tandis que la famille nucléaire absolue et la famille communautaire exogame, qu'on retrouve en Russie, sont très éloignées l'une de l'autre. On a 4 types familiaux, 2 couples d'opposés. La famille nucléaire égalitaire prédispose à la liberté, la tendance révolutionnaire,
La famille souche, qui prédispose à une organisation structurée et disciplinée. Sur la carte, elles sont donc en contact, et dans la zone de contact, on retrouve la famille souche incomplète. La famille nucléaire absolue prédispose au néolibéralisme, à un État minimum. La famille communautaire exogame au communisme, à l'étatisme. Sur la carte, elles sont donc très éloignées l'une de l'autre, d'où deux systèmes totalement opposés sur le plan économique et politique. Ça peut être un autre facteur explicatif de la russophobie, surtout de la part du Royaume-Uni et des États-Unis. On a donc quatre visions de la réalité. Chaque type familial prédispose à un système religieux, à une idéologie économique et politique. Les quatre types familiaux représentent quatre facettes, quatre façons différentes d'aborder la réalité. Et la prise en compte des quatre types familiaux permet de développer un dialogue pour l'Europe avec les différentes cultures et civilisations du monde, au lieu d'établir un rapport de pouvoir et de prédation. En tout cas, ceux dans l'absolu. L'Europe se distingue donc de la Russie, qui est structurée exclusivement sur la famille communautaire exogame, et elle se distingue des États-Unis, qui est structurée exclusivement sur la famille nucléaire absolue. La Russie privilégie un système communautaire, un étatisme, un capitalisme d'État, les États-Unis, l'individualisme, le néolibéralisme. Respecter l'identité européenne implique d'avoir conscience des quatre types familiaux qui nous ramènent à quatre dimensions, chacune de ces dimensions pouvant avoir un versant positif ou un versant négatif. La protection par l'État, dont la préférence communautaire, comme l'union douanière du traité de Rome, la liberté et l'esprit de créativité, la recherche, la dimension économique, la concurrence pouvant être associée à la coopération, éventuellement, et enfin, la dimension sociale et environnementale. Du fait des différences dans la structure familiale, les États-Unis et l'Europe ne peuvent pas avoir le même projet de société. Mais depuis l'acte unique, tout se passe comme si l'identité européenne était réduite aux seules valeurs véhiculées par la famille nucléaire absolue, à savoir la pensée unique du néolibéralisme. La construction européenne depuis 1984 n'est pas en accord avec les valeurs européennes. L'Europe est structurée sur des couples d'opposés, d'où une nécessaire coopération et régulation entre les opposés. Si nous étions en démocratie, nous devrions organiser un référendum pour que chaque pays se détermine par rapport à différents choix. Il y a le choix de l'Union européenne telle qu'elle existe, prise dans le conflit des opposés, avec la Russie, avec le monde arabo-musulman. Il y a le choix souverainiste, ou bien il y a encore le choix de l'idée d'Europe, avec la conjonction des opposés, ce qui implique une réconciliation avec la Russie et le dialogue avec les autres cultures. Concernant les opposés en conflit, c'est par exemple le social-libéralisme, c'est-à-dire l'extrême centre de la pensée unique, contre les extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Et en Europe, la prédominance des valeurs véhiculées par la famille nucléaire absolue fait disparaître celles véhiculées par la famille souche, par exemple la protection étatique, celles véhiculées par la famille communautaire exogame, par exemple tout ce qui est l'aspect social, et l'aspect véhiculé par la famille nucléaire égalitaire, tout ce qui concerne l'innovation, la créativité.
Le conflit en opposé, c'est aussi en 1991 la guerre entre la Croatie, proche de l'Allemagne, et la Serbie, proche de la Russie. C'est encore le conflit entre la partie orientale de l'Ukraine, tournée vers la Russie, et sa partie occidentale, soutenue par les États-Unis et tournée vers l'Europe. C'est encore le conflit depuis 1974, conflit non résolu entre la partie sud de Chypre, qui fait partie de l'Union européenne, et sa partie nord, occupée par la Turquie. Et donc, dans le cadre du conflit des opposés, l'immigration en provenance du Proche-Orient peut provoquer une situation explosive avec la rencontre entre, du côté européen, un individualisme, un matérialisme poussé à l'extrême, et de l'autre côté, un islam politique replié sur une vision dogmatique et intégriste. Concernant les opposés en conjonction, il s'agit d'assembler les contraires avec un élément coordinateur faiblement centralisé. Ça fait écho à la subsidiarité dans sa version ascendante, qui respecte la diversité, qui soit régulateur entre quatre visions du monde pour développer une pensée complexe et non une pensée unique, et pour développer la coopération. Donc, ce principe de la conjonction des opposés s'inscrit dans le cadre de la mutation en cours depuis le début du XXe siècle, qui remet en cause le scientisme et vise à conjoindre science et conscience. Et dans ce contexte de la conjonction des opposés, avec l'immigration en provenance du Proche-Orient, il peut y avoir une possible rencontre entre, du côté européen, un projet politique basé sur la coopération, l'éthique, le développement de l'humain, la prise en compte de l'ensemble des besoins d'un être humain, depuis les besoins de base jusqu'aux besoins spirituels. C'est ce qui est développé dans la pyramide de Maslow. Le processus d'individuation, tel que le décrit Carl Gustav Jung, et le processus d'humanisation de nos sociétés. Et de l'autre côté, la pratique d'un islam modéré susceptible de s'ouvrir à la modernité. Alors, comment se libérer d'un système pathocratique? Tout d'abord, à l'échelle individuelle, il s'agit de s'informer, de comprendre la réalité de l'Europe telle qu'elle s'est construite. Des débats citoyens sont nécessaires, en sortant du clivage et de la division pour la quête d'un avenir commun. Il faudrait, en théorie, pouvoir demander des comptes aux partis français, européens et à la Commission européenne quant aux choix qui ont été faits dans l'opacité depuis 1984, tant sur le plan institutionnel, économique, financier, sanitaire, géopolitique. Il est important de pouvoir combiner à la fois bien-être matériel et bien-être spirituel par le progrès de l'humain. Et donc, ceci passe par une éducation pour développer les talents et les compétences psycho-émotionnelles, comprendre le fonctionnement de notre esprit, trouver du sens à notre vie, trouver du sens autre que l'accumulation de biens matériels, développer son esprit critique, savoir se remettre en question, savoir travailler en groupe pour coopérer avec d'autres, se forger une éthique, ne pas être dépendant aux addictions, etc. Et sur un plan plus politique, il est important de mettre en œuvre une subsidiarité de type ascendant, de s'investir dans la vie de la cité, dans chaque commune, avec des assemblées citoyennes, à la fois pour ce qui concerne les problématiques locales et également pour les grands enjeux de société comme l'Europe, avec l'élaboration d'un référendum d'initiative citoyenne. Les assemblées citoyennes seraient représentées dans les comités de communes, elles-mêmes représentées dans le conseil départemental, puis dans le conseil régional. Et on pourrait imaginer un Sénat d'un nouveau type qui serait constitué par tirage au sort de représentants des conseils départementaux et régionaux. À l'échelle de la France,
il semble a priori nécessaire de supprimer le régime présidentiel du fait des influences occultes, financières ou autres, et bien sûr les privilèges des élus. La place des partis devrait être réduite, en particulier, par exemple, les exclure de la seconde chambre. Actuellement, ils sont présents à la fois dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Il est important de développer la culture du dialogue entre les différents partis, de veiller à l'expression égalitaire des diverses opinions dans les campagnes électorales. La société civile devrait être intégrée dans les organes du pouvoir avec le respect de la subsidiarité ascendante. Et enfin, il faudra assurer l'indépendance des médias, avoir une souveraineté monétaire et un pouvoir judiciaire indépendant. Ça, c'est pour les principes généraux. Et on va voir à présent comment ceci pourrait être appliqué à travers un modèle particulier, qui est le modèle de la double démocratie. Ce concept a été avancé par le docteur Philippe Courpaillin dans une conférence en novembre 1980. Et c'est un modèle qui vise à approfondir la notion de démocratie tout en reflétant la structuration de la France et de l'Europe sur des couples d'opposés. L'organisation du système de gouvernement repose sur un système polycentrique avec une séparation des fonctions. Il y a une première séparation des fonctions liée au premier couple d'opposés en mettant sur un pied d'égalité le social et l'écologie d'une part, la dimension économique d'autre part. Ensuite, une séparation similaire des fonctions au niveau d'un second couple d'opposés, avec d'un côté ce qui relève d'un pouvoir judiciaire indépendant, la prospective à long terme avec le plan, la protection de l'État, et à l'opposé, la recherche, l'innovation, la coopération scientifique, la liberté d'information, l'indépendance des médias. Au centre, on retrouverait la monnaie, qui est en lien avec chacun des deux couples d'opposés. Donc, concernant cette fonction, il s'agit de mettre la gestion de la monnaie sous contrôle démocratique, dans le but de maîtriser l'inflation, le déficit budgétaire, de mettre la finance au service de l'économie et que cette dernière soit au service de l'humain et de l'environnement. Pour cela, on peut orienter la création monétaire de façon spécifique vers les grands travaux ou vers la transition verte, comme par exemple la rénovation thermique des bâtiments. Il s'agit également de lutter contre la fraude, la criminalité financière, la corruption, les conflits d'intérêts, l'évasion fiscale. Et dans cette fonction de la monnaie, on retrouve également la gestion du budget et la Cour des comptes. Le Parlement élirait deux personnalités politiques, l'une responsable de la dimension économique, des transports, de la défense, etc., et l'autre responsable de la dimension sociale, l'éducation, la préservation des écosystèmes, la promotion de la santé, etc. Les ministres devraient être choisis pour leurs compétences et leur nomination devrait être validée par la Chambre de la société civile. Donc, concernant cette dernière, elle serait composée du Conseil économique, social et environnemental, d'un comité d'éthique qui s'assurerait du respect des règles de l'expertise scientifique, quels que soient les sujets, comme par exemple la santé, le climat, l'économie, de manière à ce que tous les courants de pensée soient représentés afin d'éviter une pensée unique. Et enfin, le Sénat, issu des assemblées citoyennes, compléterait la composition de cette chambre de la société civile. Cette chambre remplacerait l'actuel Sénat et ses membres seraient tirés au sort. Et cette chambre élirait les responsables des trois derniers pouvoirs, la monnaie, la justice, la recherche.
Donc voilà le schéma général des différents pouvoirs dans la double démocratie, depuis le bas avec les assemblées citoyennes, et les cinq fonctions. Économie, à droite, sociale, à gauche, et au milieu, la monnaie, la recherche, la justice. Alors, se libérer d'une pathocratie à l'échelle européenne, faut-il attendre l'effondrement du narratif sur l'Ukraine, sur la Covid-19, sur la construction européenne, sur le mode de l'Union européenne, ou encore faut-il attendre le réveil de la société civile, puisqu'en effet une pathocratie tombe automatiquement par la mise en lumière de son fonctionnement. Faut-il sortir de l'Europe, le Frexit, ou voire peut-être mieux, faut-il que plusieurs pays sortent en même temps de l'Union européenne? Faut-il adhérer au BRICS? Ou bien initier des coopérations à la carte entre différents pays européens? Faut-il suspendre la contribution de la France à l'Union européenne, bloquer le processus d'élargissement et les institutions de l'Union européenne par une coalition de pays et avec la politique de la chaise vide? En tout cas, en concertation avec les peuples, il est important de repenser totalement l'Europe pour construire une Europe des nations dans le cadre de la conjonction des opposés avec les pays qui veulent la paix et un partenariat équilibré tant avec la Russie qu'avec les États-Unis. Ce qui passe donc par une réconciliation avec la Russie, et ce à l'image des deux premières rencontres en 2016 et 2023 depuis le schisme de 1054 entre le patriarche orthodoxe russe et le pape. Il est nécessaire de se libérer de l'OTAN, voire une zone tampon neutre entre la Russie et l'OTAN, à l'image autrefois de la neutralité de la Finlande, voire même une disparition de l'OTAN. Et à l'échelle mondiale, pour se libérer d'une pathocratie, il est nécessaire de se libérer de toute volonté de pouvoir et de prédation. Cela passe par le respect des diverses cultures et civilisations, la construction d'un monde multipolaire, le respect du droit international, la reconnaissance de la Cour internationale de justice et un Conseil de sécurité élargi avec suppression du droit de veto.